Bonjour à toutes et à tous, cette vidéo est consacrée au test du chapitre matrice. Si vous regardez le sommaire de ce fichier de test, il suit en gros le plan du cours avec des sections 1, 2, 3, 4 qui sont pas très nouvelles par rapport à ce qu'on a déjà vu dans le chapitre application linéaire, bien que c'est un point de vue bien sûr un peu plus matriciel, mais c'est pas très nouveau et c'est pas non plus, enfin ça reprend aussi des choses qu'on a vues dans le chapitre 9, introduction à l'algèbre linéaire. En revanche, la partie la plus difficile, c'est la partie 5, changement de base, où là c'est des choses vraiment différentes qu'on n'a pas vues jusque-là. Le sommaire est en deux parties, donc si je vais au slide suivant, on va voir la deuxième partie du sommaire. Voilà la deuxième partie du sommaire que j'ai qualifié de compléments. Donc c'est des compléments que vous pouvez considérer un petit peu en marge du programme, au-delà du programme, qui sont les différentes définitions de la matrice de passage. Je suis revenu sur le sommaire et ces tests, on va les faire intégralement dans l'ordre du fichier, même si une partie des tests ont déjà été présentés en amphi. On va tout de suite au test numéro 1, que vous le reconnaissez peut-être. Donc on a une figure qui représente une transformation de l'espace R3 et la question posée c'est à laquelle des 6 matrices ci-dessous est-ce que la figure correspond. Donc je vous laisse mettre sur pause, donner votre réponse. Et voici la réponse. C'est la matrice 3, celle que j'ai entourée en rouge. Petite justification de l'argument. D'abord, ce qu'on voit sur la figure, c'est que les deux premiers vecteurs de base, les vecteurs qui engendrent le plan horizontal xy, sont invariants par la transformation. Ça permet déjà d'éliminer... alors, le fait que le premier vecteur soit invariant, ça montre que la première colonne doit être de ce type comme dans la matrice 1. Et ça permet déjà d'éliminer les matrices 5 et 4. Parce que ces matrices dont la première colonne n'est pas le vecteur 1, 1, 0. Et puis la deuxième colonne, comme le deuxième vecteur de base est aussi invariant, elle doit être de la forme 0, 1, 0, la deuxième colonne. Et ça permet d'éliminer la matrice 1 et la matrice 6. Donc il ne reste plus que deux choix possibles, la 2 et la 3. Alors, pourquoi ça n'est pas la 2? Parce que l'image du troisième vecteur de base, ce vecteur-là, bien on voit que cette image, elle est en quelque sorte décalée, ici, mais décalée dans la direction de la coordonnée x. Et donc, c'est bien ce qu'on voit ici. 1, ça c'est la coordonnée verticale, 0, 1 demi dans la direction de x, et pas 1 demi dans la direction de y. On passe à la question suivante. Dans cette question, on se donne une transformation, dont voici l'expression, et c'est bien la transformation associée à cette matrice. Si vous comparez l'expression et la matrice, ça correspond bien. Et les questions que l'on pose, c'est est-ce que cette transformation, elle définit une application duquel des types suivants. Est-ce que c'est une transformation R linéaire de R3 vers R3, C linéaire de C3 vers C3, ou bien les deux? Je vous laisse mettre sur pause et donner votre réponse. Et voici la réponse. Eh bien, c'est les deux. Si vous vous limitez à des coordonnées x, y, z réelles, l'espace de départ sera R3, et à l'arrivée, vous arriverez aussi dans R3, donc ça fera bien une transformation de R3 dans R3, qui sera R linéaire. En revanche, si vous prenez des x, y, z complexes, l'espace de départ, ce sera C3, et ce sera une transformation de C3 dans C3, qui sera C linéaire.
Je passe à la question suivante. Alors c'est une question du même type, sauf que vous voyez, cette fois-ci, on a pris une transformation qui est associée à une matrice à coefficient complexe. Et donc on repose les trois mêmes questions. Est-ce que la transformation définit une application R linéaire de R3 vers R3, C linéaire de C3 vers C3, ou bien les deux? Je vous laisse donner votre réponse, mettre sur pause et donner votre réponse. Voici la réponse. La réponse est que cette fois-ci, c'est seulement de C3 vers C3. Donc je redourerai la réponse. Bien sûr, ça ne peut pas être une transformation linéaire de R3 vers R3. Ça ne peut pas, puisque si vous prenez X, Y, Z réel, l'image ne sera pas forcément réelle. Et on passe à la question suivante. Question normalement très facile, très rapide. Conventionnellement, la matrice suivante, une matrice à 2 lignes et 3 colonnes, est-ce qu'elle est associée à une transformation linéaire de K2 vers K3 ou de K3 vers K2? Je vais donner votre réponse, mettre sur pause. La réponse de K3 vers K2, donc réponse 2. Voilà, je vais rajouter un petit commentaire manuscrit pour justifier. Bien sûr, cette matrice, on peut la multiplier à droite par un vecteur colonne à 3 lignes, 3 composantes, et le produit de cette matrice par ce vecteur colonne, ce sera un vecteur à 2 composantes, et ces 2 composantes, ce sera les combinaisons linéaires des 3 colonnes de la matrice avec les coefficients x1, x2, x3. D'accord? Donc ça va bien de K3 vers K2. Et on passe à la question suivante. La question des slogans. Donc on considère une matrice A et l'application linéaire FA, canoniquement associée à la matrice A. C'est l'application linéaire que quelquefois on note de la même manière que la matrice. Bon, là on l'a noté F indice A comme dans les notes de cours. Et on propose 4 slogans. Les slogans portent sur les colonnes de la matrice. Et il y a 2 slogans qui disent engendre, les 2 premiers, et 2 slogans qui disent délimite. Et pour chacun des deux, c'est engendre l'image ou le noyau, ou délimite l'image ou le noyau. Et j'ai précisé de l'intérieur, de l'extérieur, mais engendre, enfin de l'intérieur est un peu redondant avec engendre, et de l'extérieur est un peu redondant avec délimite. Rajouter au-dessous une remarque que des étudiants m'ont faite. Les étudiants m'ont dit, ou un étudiant m'a dit, c'est quand même beaucoup plus concret de parler de représentation paramétrique que engendrer de l'intérieur et représentation cartésienne que délimiter de l'extérieur. Personnellement, moi je trouve que c'est plus abstrait, mais en revanche, vous êtes probablement plus habitué au terme représentation paramétrique, représentation cartésienne, c'est plus parlant pour vous, puis c'est plus précis mathématiquement. Peu importe, en tout cas, c'est ça la correspondance. Je vous laisse mettre sur pause, donner votre réponse. Et voici la réponse. La réponse, c'est la réponse 1. Les colonnes engendrent l'image de l'intérieur. Effectivement, l'image de l'application linéaire associée à la matrice, c'est l'espace vectoriel engendré par les vecteurs colonnes de la matrice. Sa question suivante. Voici la question suivante. Donc c'est la même question, mais cette fois-ci, on a les mêmes 4 assertions, mais portant sur les lignes. Est-ce que les lignes engendrent des limites? Et est-ce qu'elles engendrent ou délimitent l'image ou le noyau? Je laisse mettre sur pause, donner votre réponse. Et voici la réponse. La réponse est que les lignes délimitent le noyau, entre parenthèses, de l'extérieur. Alors en fait, ce qui délimite le noyau, plus précisément, ce sont les équations associées aux différentes lignes. Le noyau, on a vu ça dans plusieurs chapitres. C'est l'intersection des noyaux de chacune des formes linéaires associées aux différentes lignes. Donc chaque ligne ou chaque équation associée à chaque ligne contribue à délimiter un peu plus le noyau. La section suivante. Et on a changé de section, on est passé à la section 2, rang, théorème du rang, et définition du rang d'une matrice. Dans cette première question, on propose 6 assertions qui portent sur le rang. Combien sont vraies? Si c'était par cliqueur, mais comme c'est pas par cliqueur, vous pouvez vous demander lesquelles sont vraies, bien sûr. Je vous laisse
mettre sur pause et donner votre réponse. Et voici la réponse. Alors voici la réponse avec les justifications. Donc il y a 4 assertions vraies, 2 assertions fausses. La première est fausse parce que le rang, c'est la codimension du noyau, pas la dimension du noyau. La seconde est vraie parce que c'est la définition du rang. Peut-être je vais les commenter au-dessus. La première est fausse. La seconde est vraie parce que c'est la définition du rang. Non, pardon. La seconde, c'est le théorème du rang. Je me suis un peu embrouillé dans mes justifications. En fait, c'est le théorème du rang, la réponse 2, et la définition du rang, la réponse 3. Ben, je vais corriger sur la version en ligne. L'assertion 4 est fausse, puisque le rang, c'est la dimension de l'image et pas la codimension de l'image. Et puis, l'assertion 5 est vraie, puisque la dimension de l'image, effectivement, c'est le nombre de colonnes linéairement indépendantes. Et puis l'assertion 6 est vraie, parce que le rang des lignes égale le rang des colonnes. Donc le rang, c'est aussi le nombre de lignes linéairement indépendantes. On passe à la question 8. Alors question 8, vous voyez, on est passé à la section 2.2, opération élémentaire, échelonnement et rang. Donc on va parler un peu de matrice échelonnée. Et la question, c'est cette matrice, est-ce qu'elle est échelonnée en ligne, est-ce qu'elle est échelonnée en colonne? Est-ce qu'elle a été obtenue par des manipulations sur les lignes, par des manipulations d'échelonnement sur les colonnes, sachant que les coefficients étoiles rouges sont supposés non nuls. Je vous laisse mettre sur pause, donner votre réponse. Et voici la réponse. La réponse, c'est que la matrice est échelonnée en ligne et la figure de droite est une justification des zéros qui ont été obtenus en manipulant les lignes, c'est-à-dire en enlevant une ligne, plutôt en enlevant un multiple d'une ligne aux lignes suivantes pour faire apparaître des zéros sous chacun des pivots. Et ce qui est entouré par un carré rouge, c'est les zéros qui ont été obtenus par manipulation de ligne, et le carré orange en pointillé, c'est des zéros qui ont été obtenus par accident, ce qui est écrit ici. D'accord ? Puisque en enlevant un multiple de la première ligne aux lignes suivantes, on a fait apparaître les zéros sous la première étoile rouge. Une fois qu'on a fait ça, on ne peut pas faire mieux du point de vue de manipulation qui consisterait à soustraire un multiple de la première ligne aux lignes suivantes. Donc si des zéros sont dans le carré pointillé orange, c'est qu'ils sont apparus par accident. On passe à la question suivante. Que vaut le rang de cette matrice? Je vous laisse mettre sur pause, donner votre réponse. Et voici la réponse. Le rang vaut 3, et il y a 2 justifications possibles. Soit vous regardez les colonnes indépendantes, et c'est assez facile de voir que cette matrice a 3 colonnes indépendantes. Typiquement, les 2 premières colonnes ne sont pas indépendantes, ou bien les colonnes, les 2 dernières ne sont pas forcément indépendantes. En revanche, chaque nouvelle colonne contenant un pivot, chaque colonne contenant un pivot est indépendante des précédentes. Ça c'est sûr, puisque à gauche du pivot, il n'y a que des zéros. Ou bien autre argument, pour les mêmes raisons, chaque ligne contenant un pivot, chaque ligne non nulle en fait, est indépendante des lignes précédentes. Donc le rang vaut 3. C'est la question suivante. Et la dimension du noyau. Je vous laisse mettre sur pause, donner votre réponse. Et voici la réponse. Si le rang vaut 3, ça veut dire que la codimension du noyau dans l'espace de départ vaut 3. L'espace de départ, il est de dimension 5. Il y a bien 5 colonnes, donc l'espace de départ de dimension 5. Donc la dimension du noyau, c'est 5.3 égale 2, théorème du rang. Il garantit que le rang, c'est la codimension du noyau. J'ai écrit manuscrit pour bien préciser. On passe à la question suivante. Une question sur cette matrice. Cette fois-ci, la codimension de l'image. La codimension de l'image. Je vous laisse mettre sur pause, donner votre réponse. Et la réponse. La codimension de l'image, c'est 1, puisque la matrice a 4 lignes. La matrice a 4 lignes. Donc, la dimension de l'espace d'arrivée, c'est 4. Et comme le rang vaut 3, la dimension de l'image vaut 3. Et donc, la codimension de l'image vaut 1.
Question suivante. À nouveau une question d'échelonnement. Est-ce que la matrice suivante est échelonnée en ligne, échelonnée en colonne? Ça veut dire est-ce qu'elle a été obtenue, est-ce que cette forme échelonnée a été obtenue en effectuant des opérations sur les lignes, réponse 1, ou sur les colonnes, réponse 2? Je vous laisse mettre sur pause, donner votre réponse. Et voici la réponse. Elle est échelonnée en colonne et c'est illustré par la figure de droite. Vous voyez, par exemple, les trois pivots sont entourés en rouge, bleu et vert. Et chaque pivot a permis de faire apparaître des zéros à droite du pivot en soustrayant un multiple de la colonne du pivot aux colonnes à droite de cette colonne du pivot. Donc chaque pivot a fait apparaître des zéros à droite de lui-même, Donc c'est bien des manipulations sur les colonnes qui ont fait apparaître des zéros sur les lignes. Et on dit à ce moment-là que la matrice est échelonnée en colonnes. En fait, ce que ça veut dire, c'est que c'est des opérations sur les colonnes qui ont été menées pour l'échelonner. La question suivante. Que vaut le rang? Je vous laisse mettre sur pause, donner votre réponse. Et voici la réponse. Le rang vaut 3, comme sur l'exemple précédent, et c'est la même justification sur l'exemple précédent, et il y a deux justifications. Soit en regardant les colonnes, vous voyez qu'il y a 3 colonnes indépendantes, soit en regardant les lignes, il y a 3 lignes indépendantes. Pourquoi la ligne en pointillé, avec le carré en pointillé orange là? Alors j'ai oublié de dire que les zéros en pointillé orange, ils sont apparus par accident. C'est ce qui est écrit ici. En fait, quand on a fait apparaître les zéros bleus à droite du pivot bleu, au-dessous, les zéros dans le carré orange sont apparus par accident. Dans un cas générique, ça ne devrait pas se produire, ça. Dans un cas générique, c'est-à-dire pour une matrice prise au hasard, il n'y a pas de raison qu'il y ait comme ça 3 zéros qui apparaissent par miracle, en quelque sorte, lors d'une opération d'échelonnement. On peut arriver sur un exemple particulier comme ici. Et donc je disais que il y a 3 colonnes indépendantes, ou bien il y a 3 lignes indépendantes. Chaque ligne associée à un pivot non nul, les lignes associées au pivot non nul constituent des lignes indépendantes. En revanche, vous voyez la ligne qui contient le rectangle en orange pointillé, elle n'est pas indépendante des deux premières, parce que les deux premières lignes, elles ne rajoutent rien par rapport aux deux premières lignes, la troisième ligne. Donc le rang vaut 3. Le fait qu'il y ait une justification en regardant soit le nombre de colonnes indépendantes, soit le nombre de lignes indépendantes, c'est lié au fait que il y a ce résultat qui est un petit peu présent partout en filigrane, que le rang des lignes égale le rang des colonnes. Voilà, j'ai écrit manuscrit en plus ici. On passe à la question suivante. Quelle est la dimension du noyau? Je vous laisse mettre sur pause, donner votre réponse. Et voici la réponse. On fait les mêmes dimensions que la matrice précédente. Il y a de nouveau 5 colonnes à cette matrice, donc un espace de départ de dimension 5, et d'après le théorème du rang, le rang c'est la codimension du noyau. Donc si la dimension de l'espace de départ vaut 5, 5 moins 3 égale 2, dimension du noyau 2. La question suivante, la codimension de l'image. Je vous laisse mettre sur pause, donner votre réponse. Et voici la réponse, c'est la même que pour la matrice du slide précédent. L'espace d'arrivée est de dimension 4, parce que vous avez 4 lignes à la matrice. Le rang étant de dimension 3, l'image est de dimension 3. Donc la codimension de l'image sous-entendue dans l'espace d'arrivée, c'est 4 moins 3 égale 1. On passe à la question suivante. Alors là, on a pris une matrice un petit peu plus grande pour faire un exemple un peu différent. C'est une matrice à nouveau échelonnée. Et là, on est en train de regarder que des rangs de matrices échelonnées. Donc cette matrice, elle est échelonnée en lignes. Vous voyez, c'est des lignes. C'est en manipulant les lignes qu'on a fait apparaître des zéros dans les colonnes, comme dans la première colonne ici. D'accord ? Voilà. Que vaut le rang? Je vous laisse mettre sur pause, donner votre réponse. Et voici la réponse. Le rang vaut 5. J'ai oublié de rappeler ce qui était écrit dans l'énoncé, c'est que les coefficients AB, ABCDE, les 4 coefficients, sont tous supposés non nuls. Du coup, que vous regardiez le nombre de colonnes indépendantes ou le nombre de lignes indépendantes, ça vaut 5.
peut-être le plus simple, c'est de vérifier que les 5 lignes non nulles sont indépendantes. Ça c'est clair par l'échelonnement. Mais avec les colonnes, ça marcherait aussi. La deuxième colonne ne rajoute rien par rapport à la première. Ce qui rajoute, c'est les colonnes qui contiennent un pivot non nul, un pivot quoi. A, B, C, D, E dans cette matrice, ce sont les pivots. On passe à la question suivante. La dimension du noyau. Je vous laisse mettre sur pause, donner votre réponse. Voici la réponse. Cette matrice, elle admet, si vous comptez 9 colonnes, comme le rang vaut 5, eh bien la codimension du noyau dans l'espace de départ, c'est 5, l'espace de départ étant de dimension 9. La dimension du noyau, c'est 9 moins 5 égale 4, théorème du rang. Sa question suivante. Quelle est la codimension de l'image? Je vous laisse mettre sur pause, donner votre réponse. Et voici la réponse. La codimension de l'image, c'est 6 moins 5 égale 1, puisque cette matrice, elle admet 6 lignes. Donc la dimension de l'espace d'arrivée, c'est 6. Le rang vaut 5. Donc la dimension de l'image, c'est 5. Donc la codimension de l'image dans l'espace d'arrivée, c'est 1. On passe à la question suivante. On va avoir une question importante, parce que c'est important de comprendre ce que vous faites et ce que vous modifiez et ce que vous ne modifiez pas lorsque vous faites des opérations sur une matrice, que ce soit sur les lignes, sur les lignes c'est les 3 premières assertions, ou sur les colonnes, les 3 dernières assertions. Et que ce soit pour les lignes ou pour les colonnes, on vous propose 3 assertions. L'assertion que ça ne modifie pas le noyau, que ça ne modifie pas l'image ou que ça ne modifie pas le rang. Tout ça pour une matrice et l'application linéaire associée. Une matrice A et l'application linéaire associée à cette matrice. Donc je vous laisse réfléchir à votre réponse. Quelles sont les assertions vraies en mettant sur pause? Et voici la réponse. Alors ça vaut le coup que vous regardiez, lisiez attentivement ces réponses et que vous ayez les idées bien claires sur ce test, à la fois pour comprendre les assertions qui sont vraies et aussi les assertions qui sont fausses et la raison pour laquelle c'est vrai ou la raison pour laquelle c'est faux. Donc si on prend la première assertion, eh bien c'est vrai qu'une opération sur les lignes ne modifie pas le noyau, puisque le noyau, il est obtenu en prenant les solutions du système d'équations homogènes définies par les lignes. Et en faisant des opérations alimentaires sur les lignes, vous ne modifiez pas, vous obtenez un système équivalent. Donc vous ne modifiez pas les solutions du système. En revanche, si par exemple vous permutez 2 lignes, vous ne changez pas le noyau, mais en revanche vous échangez les coordonnées des vecteurs colonnes qui engendrent l'image. Donc bien sûr, disons, vous changez l'image. En revanche, en faisant des opérations sur les lignes, vous ne modifiez pas le rang, et ce sera la même chose pour les colonnes, puisque le rang des lignes égale le rang des colonnes. Alors pour les colonnes, vous voyez, ce qui est vrai, c'est les assertions duales ou opposées, quoi. Les colonnes, elles ne modifient pas l'image, ça c'est vrai. L'assertion 5, elle est vraie. Donc peut-être je vais barrer ce qui est faux dans la 1. Donc ça c'est faux. La 2. Et ce qui est faux aussi, c'est la 4. Les opérations sur les colonnes, ça modifie le noyau. Pourquoi ça modifie le noyau? C'est un petit peu indiqué ici. C'est ça, presque le plus important, c'est de comprendre ce qui est faux. Enfin, en tout cas, il faut comprendre ce qui est faux. Donc la 4, par exemple, si vous permutez 2 colonnes, ça revient à échanger, à permuter 2 coordonnées dans l'espace de départ. Et bien sûr, ça modifie le noyau. Si vous échangez des coordonnées dans l'espace de départ, vous n'avez pas du tout le même espace qui est constitué du noyau. Par exemple, si le noyau, c'est dans la direction du premier vecteur de base, si vous permutez 2 coordonnées, ça va devenir un autre vecteur de base qui sera la direction du nouveau noyau de la matrice après permutation des 2 colonnes. Sinon, vous pouvez aussi prendre un exemple avec une matrice 2-2 très simple.
une matrice de 2 ABCD, même avec des coefficients abstraits, pour vous en convaincre. Vous voyez, pour une matrice ABCD, si vous permutez les deux colonnes, vous ne changez pas l'image, c'est les mêmes vecteurs qui engendrent l'image. En revanche, dans l'espace de départ, c'est comme si vous échangiez les deux coordonnées, donc comme si vous faisiez un flip par rapport à la diagonale. Donc votre noyau n'a aucune raison d'être invariant. Bien sûr, si c'est le vecteur nul, il ne sera pas changé, mais si ce n'est pas le vecteur nul, ce flip par rapport à la diagonale donnera un noyau différent. C'est la question suivante. Quelle est la dimension du noyau ou des ensembles de niveaux, hein, c'est la même dimension, pour l'application linéaire associée à cette matrice 3, 3. Mettre sur pause et donner votre réponse. Et voici la réponse. La réponse, c'est que la dimension du noyau, c'est 2. Du noyau ou des ensembles de niveaux, c'est 2. Et comme toujours, pour déterminer le rang, parce que c'est lié au rang de la matrice, il y a deux arguments possibles, soit en regardant les colonnes, soit en regardant les lignes. Si vous regardez les colonnes, les trois colonnes sont proportionnelles, donc la dimension de l'image vaut 1, le rang vaut 1. De la même manière, si vous regardez les lignes, les trois lignes sont proportionnelles. Au passage, donc j'ai mis deux remarques. Une remarque qui fait écho à une des questions qu'on a déjà vues dans un slide précédent, c'est que cette matrice, on peut la voir comme la matrice d'une application linéaire qui va de R3 dans R3 ou de C3 dans C3, parce que les coefficients sont réels. Hein, donc on peut la regarder de R3 dans R3, on peut aussi la regarder de C3 dans C3. Dans les deux cas, c'est le même rang. Hein, le rang vaut toujours 1. Et bien sûr, on retrouve le fait que le rang des lignes égale le rang des colonnes, ça on va le retrouver dans tous les exemples, puisque c'est un théorème que le rang des lignes égale le rang des colonnes. Donc on pourra l'observer à chaque fois. C'est pour ça qu'on peut utiliser soit les colonnes, soit les lignes pour déterminer le rang. C'est la question suivante. Alors c'est la même matrice que précédemment, qui est de rang 1, c'est la même, d'accord, toujours la matrice. Et on vous propose 4 schémas, et on vous demande, parmi ces 4 schémas, lequel représente la position relative des noyaux des 3 formes linéaires associées aux 3 lignes de la matrice. Donc j'ai rajouté en manuscrit pour bien que ce soit clair, plutôt, donc les 3 lignes de la matrice, qu'on peut voir comme les matrices de 3 formes linéaires. Et ces 4 schémas possibles, ils représentent donc dans l'espace de départ les positions relatives des noyaux de ces 3 formes linéaires. Donc ces 3 plans, ces 3 formes linéaires non nulles, chaque forme linéaire, son noyau c'est un plan. Et la question c'est quelle est la position relative de ces 3 plans. Donc c'est seulement un des 4 cas possibles. Je vous laisse mettre sur pause, donner votre réponse. Et voici la réponse. Réponse 1, les 3 formes linéaires, ce n'est pas qu'elles soient égales, mais elles sont proportionnelles. Si elles sont proportionnelles, c'est qu'elles ont le même noyau. Donc c'est forcément que les 3 plans, qui sont les 3 noyaux de ces 3 formes linéaires, sont parallèles. On pourrait aussi dire que les 3 vecteurs gradients des 3 formes linéaires, qui sont 3 vecteurs de R3, sont proportionnels. Donc le plan orthogonal à ces 3 vecteurs gradients, les plans orthogonaux à ces 3 vecteurs gradients sont parallèles. Mais comme c'est des noyaux, c'est des plans vectoriels, ils passent par 0, donc ils sont confondus ces 3 plans. Donc c'est bien la réponse 1. Autre argument possible, puisque le rang vaut 1, la dimension du noyau vaut 2, et donc le seul cas où la dimension du noyau vaut 2, la dimension c'est l'intersection des plans, c'est le cas 1. C'est la question suivante. À nouveau, on considère une matrice 3, 3, alors c'est pas la même que précédemment, et on vous pose à nouveau la question de la dimension du noyau ou des ensembles de niveaux de cette matrice. Je vous laisse mettre sur pause et donner votre réponse. Et voici la réponse. La réponse, elle est basée sur le fait que le rang, cette fois-ci, vaut 2. Et pour déterminer le rang, vous avez, comme toujours, 2 manières de faire, soit en regardant les colonnes de la matrice, soit en regardant les lignes de la matrice, puisque le rang des lignes égale le rang des colonnes. D'accord ? En fait, dans cet exemple, c'est presque plus simple de regarder les lignes, parce que les 2 premières lignes, c'est les mêmes que la matrice précédente. Les 2 premières lignes sont
proportionnelle. Vous voyez, il y a un facteur 2 entre les deux premières lignes. En revanche, la troisième ligne, elle est indépendante des deux premières. Donc le rang des lignes, c'est 2. Si vous regardez le rang des colonnes, les colonnes, cette fois-ci, les colonnes sont 2 à 2 indépendantes. Donc les 3 vecteurs colonnes ne sont pas collinaires. En revanche, ils sont coplanaires. Mais ça ne se voit pas très facilement sur les colonnes, le fait qu'ils sont coplanaires. Pour trouver le rang des colonnes, il y a une petite manipulation à faire de manipuler les colonnes pour échelonner la matrice. Donc si vous faites un échelonnement en colonne pour faire apparaître des zéros dans la première ligne, donc vous enlevez la première colonne x2 à la deuxième colonne et x3 à la troisième colonne, vous voyez que vous avez ces deux zéros là qui apparaissent, ça c'est normal, mais vous avez aussi deux zéros gratuits, ceux-là qui étaient en pointillé sur mes exemples d'avant, qui apparaissent gratuitement, ce qui veut dire que une fois que vous avez fait cette manipulation-là, vous voyez que le rang vaut effectivement 2, puisque vous avez une colonne, deux colonnes indépendantes, et la troisième colonne rajoute rien. Bref, soit en regardant les lignes, soit en regardant les colonnes, le rang vaut 2. Si le rang vaut 2, ça veut dire que la codimension du noyau dans l'espace de départ vaut 2, et donc le noyau est de dimension 1. Et les ensembles de niveaux, ils ont la même dimension que le noyau. C'est la question suivante. La question suivante, on regarde la même matrice que dans le slide précédent, et c'est la même question que deux slides précédents, que deux tests précédents, auquel des 4 schémas ci-dessous correspond la position relative des noyaux des 3 formes linéaires associées aux 3 lignes de la matrice. Je vous laisse mettre sur pause, donner votre réponse. Et voici la réponse. La réponse, c'est la réponse 2, puisque, on l'avait dit dans le slide précédent, les 2 premières lignes sont proportionnelles. Si elles sont proportionnelles, c'est que les formes linéaires associées aux 2 premières lignes ont le même noyau. Et la forme linéaire associée à la troisième ligne a un noyau différent. Donc vous avez 2 plans parmi les 3 plans de ces 3 formes linéaires, les 3 noyaux de ces 3 formes linéaires, qui sont confondus. Donc c'est bien le cas 2. On passe à la question suivante. Encore une matrice différente. Quel est son rang? Je vous laisse mettre sur pause, donner votre réponse. Voici la réponse. Le rang vaut 2. Alors j'ai un peu moins détaillé l'explication, c'est toujours la même. Si vous regardez les colonnes, les 2 premières colonnes sont bien évidemment collinaires, et la troisième colonne est indépendante des 2 premières. Donc le rang des colonnes vaut 2. Si vous regardez le rang des lignes, il vaut 2 également. C'est un tout petit peu moins facile à voir, mais pas beaucoup moins. Il faudrait échelonner en ligne, mais l'opération est élémentaire. En tout cas, le rang vaut 2. C'est la question suivante. C'est la même matrice, et c'est la même question parmi les 4 schémas ici, lequel correspond à la position relative des noyaux des 3 formes linéaires associées aux 3 lignes de la matrice. Donc on est bien dans l'espace de départ, toujours pareil, dans l'espace de départ de la transformation linéaire. Je vous laisse mettre sur pause, donner votre réponse. Et voici la réponse. Cette fois-ci, c'est la réponse 3. Pourquoi? Parce que le rang vaut 2, donc le noyau dans l'espace de départ est de codimension 2, donc de dimension 1. Donc c'est soit le cas 2, soit le cas 3. Mais, contrairement au cas précédent, cette fois-ci, les 3 lignes, vous voyez, sont 2 à 2 non collinaires. Il n'y a pas 2 lignes qui sont proportionnelles. Donc ça veut dire que les 3 plans, les 3 noyaux des 3 formes linéaires sont des plans 2 à 2 disjoints. En revanche, ces plans 2 à 2 disjoints, leur intersection est de dimension 1, puisque le noyau est de dimension 1. Et donc, c'est le cas 3. On passe à la question suivante. Encore une matrice différente. Quelle est la dimension de l'image ou la codimension du noyau, le rang de cette matrice? Je vous laisse mettre sur pause, donner votre réponse. Et voici la réponse. Le rang vaut encore 2, encore une fois 2. Et à nouveau, on peut le justifier soit en regardant le rang des colonnes, soit en regardant le rang des lignes. Et cette fois-ci, les 3 vecteurs colonnes sont 2 à 2 non collinaires, mais ils sont coplanaires, ou les 3 vecteurs lignes sont 2 à 2 non collinaires au départ, mais ils sont aussi coplanaires. Donc pour trouver le rang, c'est pas tout à fait évident, ça se voit pas directement sur la matrice, il faut faire une petite opération, soit d'échelonner en colonne, soit d'échelonner en ligne. La question suivante, encore la même question pour cette matrice, qui est donc de rang 2,
auquel des quatre schémas ci-dessous correspond la position relative des noyaux des formes linéaires associées aux trois lignes de la matrice dans l'espace de départ. Je vous laisse mettre sur pause, donner votre réponse. Voici la réponse. C'est encore la réponse 3, pour la même raison que dans le cas précédent. Donc c'est vraiment la même explication. Hein, les trois lignes sont 2 à 2 non collinéaires. En revanche, elles sont liées. Donc le rang valant 2, le noyau est de dimension 1, donc c'est soit le K2, soit le K3. Mais comme les trois lignes sont 2 à 2 non collinéaires, les trois noyaux des trois formes linéaires sont 2 à 2 non confondus. Ou bien vous pourriez dire les trois vecteurs normaux aux trois noyaux, qui sont les vecteurs gradients des trois formes linéaires, qui sont les vecteurs lignes, mais quand vous les transformez en colonnes, sont 2 à 2 non collinaires, mais coplanaires. Donc la question suivante. Encore une nouvelle matrice. Alors là, on n'a même pas posé la question du rang, parce que la matrice est échelonnée. On pourrait dire, alors échelonnée plutôt en ligne, hein, disons. Et c'est la même question. Auquel des quatre schémas ci-dessous correspond la position relative des noyaux des formes linéaires associées aux trois lignes? Je vous laisse mettre sur pause, donner votre réponse. Si la réponse. La matrice étant de rang 3, le noyau est réduit au vecteur nul. Hein, la codimension du noyau dans l'espace de départ, c'est 3. Donc le noyau est réduit au vecteur nul. La matrice est donc inversible, mais enfin surtout, le seul dessin qui correspond à un noyau de dimension 0, c'est le dessin 4. Donc la réponse, c'est 4. D'accord. Et on passe à la question suivante. Alors encore une question relative à la dimension du noyau ou des ensembles de niveaux de l'application linéaire associée à une matrice. Voici, c'est cette matrice à 2 lignes et 3 colonnes. Je vous laisse mettre sur pause, donner votre réponse. Et voici la réponse. J'écris sous forme manuscrit que le rang de la matrice vaut 2, parce que c'est ça finalement qui va nous permettre de donner la réponse. Le rang va valoir 2. Donc si le rang vaut 2, eh bien la dimension du noyau vaut 1, puisque la dimension de l'espace de départ vaut 3, puisqu'il y a 3 colonnes à la matrice. Donc la codimension du noyau vaut 2, la dimension du noyau vaut 1. Et pour trouver que le rang vaut 2, soit vous pouvez regarder les colonnes, et les deux premières colonnes sont indépendantes, donc ça assure un rang 2. La troisième colonne ne vous rajoutera rien, puisque les trois colonnes vivent dans R2. Donc une fois qu'elles ont engendré tout R2, la troisième engendrera rien de plus. Ou bien vous pouvez regarder les lignes, et là les deux lignes sont non collinaires, donc le rang des lignes vaut aussi 2. Et on passe à la question suivante. Cette fois-ci, c'est une matrice à 3 lignes et 2 colonnes. À nouveau, on pose la question de la dimension du noyau ou des ensembles de niveaux, autrement dit du rang. Ça revient à trouver le rang. Je vous laisse donner votre réponse pour la dimension du noyau ou des ensembles de niveaux en mettant sur pause. Et voici la réponse. Cette fois-ci, la dimension du noyau vaut 0. Et à nouveau, j'ai écrit sous forme manuscrite que le rang vaut 2. Et comme l'espace de départ est de dimension 2, je veux dire, on va trouver la dimension du noyau en trouvant le rang. On va trouver que le rang vaut 2, et comme l'espace de départ est de dimension 2, hein, c'est une matrice à 2 colonnes, rang égale 2, codimension du noyau dans l'espace de départ égale 2, donc noyau de dimension 0. Pour déterminer le rang, à nouveau, vous pouvez passer par les colonnes. Les deux colonnes sont indépendantes, donc ça fait rang 2, ou bien les lignes. Les deux premières lignes sont déjà linéairement indépendantes, donc le rang des lignes vaut au moins 2, et la troisième ligne ne peut pas vous rajouter quoi que ce soit au rang, puisque les lignes vivent dans R2. Donc la troisième ligne n'apporte rien, est liée aux deux premières. Les deux premières sont indépendantes, donc rang égale 2.